Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style Thierry #Henry, épisode 115. Donc aujourd'hui on va parler donc d'entrepreneuriat bien sûr toujours, mais surtout donc pour ceux qui sont actuellement salariés ou dans une situation qui leur déplaise. Donc comment passer de leur situation à une situation donc, de coach et de consultant grâce à mon invité donc qui est une experte du domaine. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment être un freelance rentable? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance. Parce qu'il existe précisément deux types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales, c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro, et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/freelance, donc thierry-du6henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir donc remercié le sponsor. Donc aujourd'hui, on va donc te parler d'entrepreneuriat, de coaching, de consulting. Donc avec donc Frédéric Génicaud qui a écrit donc Adieu salariat, bonjour la liberté. Aimer ce que l'on fait, en vivre sans tout sacrifier, vivre sans tout sacrifier. Donc c'est vraiment ce qu'on va parler donc aujourd'hui. Elle est donc experte donc du domaine. Elle va donc nous parler donc de différentes étapes qu'il faut donc pour pouvoir donc sortir donc de son salariat ou d'une situation qui n'est pas cohérente. Si tu as donc de l'expérience, déjà donc un réseau, ça va être encore plus facile pour toi. Mais donc tout ça va être développé avec elle. Je te dis donc bien sûr donc de rester jusqu'à la fin. Malheureusement, on a eu des petits problèmes de son, donc bah, reste là, hein, reste au bout parce que ça va un peu modifier pendant l'épisode. Donc voilà. Et puis donc bien sûr, n'hésite pas à aller commenter et partager cet épisode si bien sûr le contenu t'a intéressé. Je te dis à tout de suite avec Frédéric. Salut Frédéric, comment tu vas? Bonjour Thierry, je vais bien. Merci. On va parler d'entrepreneuriat, bien sûr, encore, c'est le sujet général du podcast. Donc, on va parler donc plutôt donc de quitter le salariat donc suite à un livre que tu as écrit donc il y a un an, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc on va donc parler donc du contenu du livre. Bien sûr, je mettrai les liens pour ceux qui veulent donc aller lire ton livre. Et donc, tu vas nous parler un peu de ton parcours, te présenter et donner à ceux qui sont actuellement encore en poste ou qui sont en transition, comment ils peuvent se servir donc de leur expérience, de leur réseau et comment développer une belle activité d'indépendant, consultant, coach, expert, infopreneur, enfin voilà, tous ces métiers qu'on peut faire entre parenthèses assez facilement parce qu'on a toute la base, mais qu'il faut savoir utiliser. Je te laisse te présenter. Alors bonjour, je suis Frédéric Genicaud, je suis consultante en stratégie commerciale, coach et auteur. Alors j'ai été salariée pendant 17 ans, j'ai vécu en Belgique jusqu'en 99, date à laquelle je suis venue en France. Et puis en 2006, je me suis lancée donc, comme indépendante, d'abord comme consultante en stratégie commerciale, où j'ai accompagné des dirigeants de PME dans toute leur stratégie d'acquisition et de fidélisation de leur clientèle. Et puis, je me suis vite rendu compte que mes collègues, d'autres consultants et puis d'autres coachs aussi, avaient du mal à trouver des clients et en particulier avaient des soucis avec leur visibilité. Ils n'étaient pas assez visibles, c'était des experts, des gens qui connaissent très bien leur métier mais qui ne sont pas visibles aujourd'hui. Et donc, j'ai souhaité créer une offre et accompagner ces consultants et ces coachs à être plus visibles dans leur réseau physique, mais aussi sur les réseaux en ligne et en particulier sur LinkedIn. Et puis, j'ai créé Midwi, qui est une communauté de consultants et de coachs. Alors, il y a une newsletter par semaine, il y a des événements, il y a eu un Midwi Day, par exemple. Et puis enfin, j'ai donc écrit ce livre, tu l'as dit, il y a presque un an. C'était en novembre l'année dernière. Donc le livre Et ce Adieu salariat, bonjour la liberté, aimer ce que l'on fait, enfin aimer ce que l'on fait, en vivre sans tout sacrifier, vivre sans tout sacrifier. C'est bon tout ça. C'est ça, exactement. Au moins c'est L'idée, clair. c'est de donner quelques pistes sur. Il y a 2 chapitres sur comment définir son projet, puis vraiment rentrer dans le vif du sujet en fonction du choix qu'on a fait. Est-ce qu'on veut être consultant? Est-ce qu'on veut être coach? Est-ce qu'on veut être slasher? Ou reprendre une entreprise ou monter une start-up?
Bon, aujourd'hui, on développera pas vraiment sur la reprise, hein. Ce Oui, sera un autre sujet. Donc là, c'est vraiment plutôt, comme tu l'as, parce que c'est un peu ton exemple, hein, parce que toi, tu as créé en 2006, donc ça tombe bien. 2006, donc tu t'es servi donc de ton réseau pour pouvoir, oui. avoir tes premiers clients ou tu as été prospecté? Parce que comme c'est quand même ta spécialité, comment tu as fait? En fait, je me suis lancée en faisant de la prospection dans le dur. À l'époque, ma cible, c'était des entreprises belges, qui s'implantaient en France et donc j'ai réfléchi à ce que je voyais moins ici et que je connaissais bien en Belgique. Puis j'ai fait un gros travail de qualification de base de données, j'ai décroché mon téléphone et donc j'ai trouvé mes clients comme ça, avec une vraie satisfaction de se dire: «On signe des affaires avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout». Et à la base, tu pas vendeuse, c'est pas ton métier? À la base, moi, j'ai fait du commercial au départ, au début, D'accord. hein. Moi, je suis économiste, mais j'ai commencé sur la route. Mmh. Et puis j'ai fait du business développement et puis des fonctions de marketing, mais dans des environnements où les activités étaient à créer. C'est-à-dire, je me suis retrouvée chez Compaq, où j'ai lancé l'informatique grand public, et puis chez Debitel, où j'ai lancé la téléphonie mobile. D'accord, Et ouais, puis dans des startups en France, plutôt orientées télécom. Donc j'ai toujours travaillé sur des marchés qui étaient en création, et le marketing est vraiment à ce moment-là au service des ventes. ouais, Et donc, pour revenir, des noms qu'on connaît bien, des Mitel et autres et des noms où c'est quand même assez costaud, quoi. Il faut avoir des bons réseaux. Parce que oui, tu signes avec des grands groupes, quoi, on va dire. il faut vraiment aussi être très pragmatique, très pratique. Ça bouge vite. Donc, c'est toujours l'action, la réflexion, corriger, adapter, recommencer. Enfin, c'est une très bonne école à ce niveau-là. Ça va vite, mais on est avec une exigence aussi. Donc, et puis des marchés qui sont nouveaux, donc il faut être plus rapide que les concurrents parce que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et donc, il faut être aussi assez créatif. Voilà. Mais pour revenir sur l'histoire du réseau, moi, j'ai commencé à monter mon activité en prospectant par téléphone. Puis j'avais autour de moi quelqu'un qui était un fanat du réseau. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Lui, il a des clients qui viennent comme ça par recommandation. Donc, j'ai regardé ce qu'il faisait. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le sujet. Et puis je me suis dit, bah tiens, moi, je fais quand même du réseau parce que j'aime bien les gens. J'aime beaucoup écouter ce que les gens font. De toute façon, la vente, c'est de l'écoute. Et puis, je me suis dit: «Bah, je vais essayer de développer ça un peu plus» et donc j'ai vraiment créé une méthode pour, cartographier son réseau et puis avoir je dirais gérer avoir une attitude réseau qui soit permanente. C'est-à-dire que moi, je consacre une demi heure par jour à mon réseau, que Tu le ça f soit par des tu le contacts, par des coups de fil, en envoyant des messages et cetera. Ah ben voilà, c'était la question. Est-ce que tu le fais en physique ou tu le fais plutôt sur internet? Parce que je pense qu'il y a une différence, même si bon, le monde a évolué, donc tout le monde comprend que le réseau sur internet, ça a de la valeur. Avant, on avait un doute. Il faut juste ensuite après prendre les rendez-vous quand on les prend en ligne, il faut aussi après les transformer, peut-être se voir un petit peu quand même, un minimum. Oui, en fait, c'est un processus. Il y a d'abord les contacts que tu as. Donc ceux-là, ben, tu les entretiens au fil de l'eau. Tu les vois ou bien tu les appelles ou tu envoies un message. Et puis il y a toutes les nouvelles personnes que tu rencontres par les réseaux sociaux. Moi, c'est en particulier sur LinkedIn. Et ces gens-là, ben, ils s'intéressent à un de tes articles, ils le like, après ils vont le commenter et puis rentre à ce moment-là une relation, une discussion en message privé et puis par téléphone et puis des gens qu'on voit. Mais le réseau, voilà, c'est parler de ce qu'on fait certainement, mais c'est aussi beaucoup écouter les gens, comprendre ce qu'ils font. Parce que pour moi, le réseau, c'est pas je prends et je pars. C'est je donne et je reçois. Donc, ça veut dire que je suis capable de bien expliquer ce que je fais et qui je cherche. Ça veut dire que je suis aussi bien capable de comprendre ce que font les autres, quels sont leurs clients, sur quoi ils travaillent, pour moi, pouvoir faire des mises en relation ou leur envoyer un article qui peut les intéresser. Donc, c'est D'accord. vraiment Donc là, cette ouais, donc dynamique à 2 niveaux. d'accord, donc là, on a bon, c'est très bien, tu as bien expliqué, donc même si on a un peu avancé sur ce qu'on voulait dire, on va revenir un peu sur, la personne là qui nous écoute, qui est, salariée ou qui est dans une situation qui n'est pas vraiment de l'indépendance, qui n'est pas vraiment le statut de consultant. Parce que j'ai fait un podcast il y a un an. Il y a beaucoup de gens qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, mais qui ne sont pas réellement des vrais consultants indépendants qui gagnent bien leur vie. En fin de compte, ils le font par dépit, parce qu'ils ont pas trop de choix et qu'ils ont du mal à s'insérer en tant que CDI ou ils ont un certain âge, des fois après la quarantaine, on a des postes qui sont très, comment dirais-je? Ils sont instables, on va dire. On prend des Mmh. postes, on n'est pas intéressé. Oui. Comment donc là, tu conseillerais la personne, elle a des compétences, peut-être un réseau, mais des fois elle ne le sait pas. Comment donc tu la conseilles pour aller, vers un poste de consultant, d'expert, de coach? Et comment donc parce que comme tu as dit au départ,
Le but, c'est vraiment, dès le départ, de bien construire son idée, ne pas se lancer comme ça sans savoir quoi faire. Vraiment construire une idée et bien partir, on va dire. Je pense qu'à la fois, c'est avoir une vraie offre. Quand je dis une vraie offre, c'est avoir une spécialisation. Alors, je sais que tout le monde en parle, mais enfin, j'enfonce quand même le clou. C'est-à-dire avoir une offre qui soit vraiment spécifique, unique à soi, et surtout en particulier quand on fait du conseil et du coaching, puisqu'on quelque part on se vend soi. Et puis avoir une cible qui est clairement identifiée. Il y a à la fois un travail qui est qui est un travail de fond à ce niveau-là, et à la fois, je pense qu'il faut aller rencontrer le marché assez vite. Moi, l'erreur que j'ai fait quand je me suis lancée, c'est que j'ai vraiment travaillé en vase clos, j'ai beaucoup réfléchi, et puis après, j'ai été voir le marché. Là, maintenant, je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où on fait plus d'allers-retours. Maintenant, pour revenir sur consultant et coach, je crois qu'il y a trois choses. La première chose, c'est savoir ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ses compétences. Et la partie conseil, c'est vraiment quelle est ma méthode quand je suis face à un sujet, une problématique, comment je la traite. Après, c'est qu'est-ce que j'aime faire, c'est ce qu'on appelle les talents. On peut avoir des compétences identiques, mais le faire autrement. Ça, c'est en partie les talents qui vont donner cette coloration-là. Et puis, il y a un autre élément qui est non négligeable, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui créent une activité parce qu'ils ont eu un problème dans leur vie passée, un problème dans leur vie professionnelle, qui se disent, tiens, il y a un manque là, je vais proposer ça. Simplement, les gens qu'ils rencontrent leur disent, oui, c'est intéressant, c'est chouette, c'est pas mal, mais ça ne déclenche rien derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché. Et je dirais même, quand il y a des concurrents, c'est même bien parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Donc, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence qu'il ne faut pas y aller, c'est plutôt bon signe. Mais s'il y a de la concurrence, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que nous on apporte de différent et quel client on va aller chercher. Ouais, Donc il y a ces trois notions-là de comment se démarquer, simplement. oui, c'est ça. Et ça, il faut l'avoir très tôt en tête. Moi, j'entends encore beaucoup de consultants, de coachs qui ont une cible très très large et qui ont peur d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus précis parce Ouais, qu'ils se disent ah c'est ce que j'allais dire, parce qu'ils ont peur, en fin de compte, ils ont peur, en fin de compte, de se dire, voilà, si je rate ma cible, ou si je rate mon expertise, ben, je suis bloqué et je peux pas pivoter. Ils veulent, en fin de compte, ils veulent toucher tout le monde. Ils disent, voilà, au cas s'il y a un souci, ben, j'ai envoyé deux, trois filets, je suis pas que dans un seul marché, et voilà, si ça marche pas, je suis mort. ça et puis il y a aussi le fait que ils ont une grosse expérience. Donc ils ont peur en étant focus de pas tout vendre. Or, il vaut mieux rentrer avec un élément qui est une espèce de produit d'appel, qui est vraiment bien marketé, bien mis en avant en termes de message, etc. Et puis derrière, quand tu es chez ton client, à ce moment-là, de montrer l'étendue de ce que tu peux proposer. C'est ça qui est compliqué, c'est que tu sais faire tellement de choses, tu es très spécialisé, enfin, tu as plusieurs cordes à ton arc, et là on te dit, ah mais non, il faut en choisir une, il faut avoir une approche qui est très fine. Ce qui est un peu, tu as l'impression quelque part de te dépouiller, qu'on te dise, ben non, une partie de ce que tu sais faire, on n'en entend pas parler. Alors Ouais, que c'est juste une technique pour approcher le marché, en fait, moi je ouais, pense. c'est plutôt c'est bien ce que tu dis, parce que c'est plutôt, déjà, l'entrepreneur là, qui est là, il apprend à savoir se dire non à lui-même, c'est-à-dire qu'au lieu de tout vendre, il vend un produit, ce qui est entre parenthèses le produit d'appel, pour rentrer chez le client, et ensuite il pourra, comme il a déjà la confiance, commencer à d'élargir, si bien sûr c'est pas trop à l'opposé, hein, et proposer autre chose. C'est ça, et puis en termes de réseau, c'est beaucoup plus facile de pouvoir recommander quelqu'un quand tu as quelque chose de précis que lorsque tu as une prestation qui est très très large et très floue. Si moi j'ai fait beaucoup de téléphones, j'en ai vendu, eh bien on me recommandait beaucoup pour de la prospection téléphonique parce que c'était vraiment très clair, très net. Si tu as, si tu as quelque chose qui est beaucoup plus général, conceptuel, etc., tu vas avoir des recommandations, tu en auras moins, et peut-être que celles que tu as ne seront pas précises et pas bonnes. Donc OK, donc ça, on a bien compris. Donc ensuite, quand ils ont donc défini, leur expertise, leurs produits qu'ils vont vendre, qu'ils connaissent un peu le marché, qu'ils ont testé le marché, qu'est-ce que tu leur conseilles? D'aller chercher un premier client. Et le premier Avant client, d'avoir créé, hein, tu veux dire? oui, moi j'ai fait ça, hein, oui, 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 d'aller chercher un premier client. Et puis une fois que vous aurez, qu'il faudra facturer, etc., à ce moment-là, on crée. Parce que la D'accord, création suppose aussi des frais. Mais, tout à fait. et le premier client, il se trouve beaucoup plus facilement dans le réseau. Oui, tout à fait. Parce que voilà, les gens te connaissent déjà, ils savent ce que tu fais. Si les gens ne te connaissent plus, si c'est des gens que tu connaissais avant, bah, tu leur prends contact et les gens sont quand même toujours
intéressé à revoir du monde et à évoquer ce qui s'est passé avant et puis voir ce qu'on est devenu mutuellement. Mais le réseau est certainement une source aujourd'hui pour trouver son premier client. Et est-ce que donc en passant par le réseau et les proches, c'est pas biaisé parce que c'est des personnes qui nous connaissent et qui ont peut-être, entre parenthèses, ça dépend du produit, acheté ou prendre le service pour nous faire plaisir et ensuite il y aura peut-être pas de marché parce que c'est les personnes qu'on nous connaît. Est-ce qu'il faut pas différencier entre, le côté, réseau, peut-être pas trop proche, pour, être sûr qu'on a un vrai marché? Parce que si on a des gens qui nous font juste plaisir et ensuite derrière il y a plus rien, est-ce Mm. que c'est des choses que tu as déjà vu qui arrivent des fois? Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup plus. Le réseau marche mieux que ce qu'on appelle les liens faibles. D'accord. Euh, alors, ce qui est des liens forts pour moi, c'est la famille, les amis proches, etc. Et c'est plus compliqué de mobiliser ces gens-là, paradoxalement. C'est-à-dire que ces gens-là vont peut-être moins t'aider, te mettre en relation, etc. Parce qu'ils sont peut-être mal à l'aise. Euh, S'ils doivent mettre quelqu'un en relation avec quelqu'un où ils travaillent, etc., ils vont se dire, mais ça peut être du favoritisme, etc. C'est plus délicat. Et finalement, c'est plus facile avec des liens faibles. Alors, les liens faibles, ça peut être des gens avec lesquels tu as travaillé, des gens avec lesquels tu as été dans des réseaux, des gens que tu as connus pendant tes études. Mais tout ce qui est très affectif est généralement plus compliqué à mobiliser. Ouais, bah, je En tout confirme, cas, c'est moi, pour c'est ça ce c'est que pour moi ça que j'ai c'est constaté. non, mais je confirme, c'est pour ça que je pose la question, donc ouais, je comprends mieux alors. Donc vaut mieux aller prendre du réseau, des connaissances que des gens, très proches, ou même des gens qu'on a rencontrés il y a un certain nombre d'années, mais bon, ils se rappellent de nous, mais c'est pas automatiquement des proches, de la famille, des choses comme ça. C'est plutôt Ben, le dans lien affectif est compliqué à gérer parce que tout à fait. les gens peuvent être mal à l'aise. Et en fait, je crois qu'il faut le comprendre et puis se dire qu'il y a une autre réserve qui sont les liens faibles qui est assez conséquente finalement. Donc, Mmh. Donc là, donc on a eu le premier client, donc ensuite donc c'est choisir une structure. Est-ce que donc selon le projet, parce que là on parle plus de B2B, mais ça peut être aussi du B2C, tu conseilles aux gens de passer, à savoir que j'ai fait un épisode sur la structure, donc bon, ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien pour ça. Tu conseilles directement de commencer par la micro-entreprise ou directement peut-être une SASU ou une URL? Heu, alors, est-ce que c'est important ou est-ce qu'il faut se lancer puis ensuite on verra plus tard? moi, je pense que c'est toujours intéressant de demander un conseil de professionnel parce que moi, j'ai commencé avec une SARL à plusieurs associés et j'avais fait mes statuts de manière très intelligente, c'est-à-dire que j'avais prévu que mes statuts puissent être conservés si mes associés n'étaient plus là. Tu avais Sinon, fait un j'aurais dû pack tu changer mes statuts. fait un pack d'associés ou tu avais fait juste les statuts? J'avais fait juste des statuts, D'accord, mais en tout cas, j'avais prévu dans les statuts que si je rachetais leur part, voilà, ça se transformait. Enfin, enfin, il y avait une précision dans les statuts qui m'ont fait éviter de refaire des statuts. Voilà. d'accord, OK. Et en fait, Normalement, c'est le chapitre 12 parce que moi, je le connais bien celui-là. Malheureusement, je le connais bien. Je te laisse continuer. et donc, ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est que je crois qu'il faut lier ça à la situation de chacun. C'est pas la même chose quand on a 25 ans, qu'on démarre, que quand on a 40 ans, ce qui était mon cas, deux jeunes enfants, qu'on est marié, qu'on a peut-être un crédit, etc. Il y a des impacts financiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une structure, enfin, en l'occurrence une SARL, quand vous ne facturez pas, vous avez quand même des charges à payer, vous avez des charges sociales à payer, etc. Donc il y a quand même un certain nombre d'incidences qui font qu'on n'a pas de chômage, si ça se passe mal, etc. Donc, moi, je crois qu'il faut lier ça à une discussion sur sa situation financière, sa situation personnelle, familiale, etc. C'est pas, D'accord. on fait pas n'importe, enfin, on embarque quelque part un peu les gens avec lesquels on vit, parce que d'abord ils vont nous supporter, on va travailler beaucoup, et puis ensuite, il peut y avoir une incidence aussi financière. C'est-à-dire que si on ne sait plus payer, s'il y a des dettes, etc., ben, on peut être amené à embarquer l'autre avec soi. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de regarder ça. Maintenant, D'accord. commencer avec des structures où il y a des limitations de chiffre d'affaires, etc., c'est bien, mais on y est vite quand même quelque part. Et puis surtout, ça donne. Moi, je trouve qu'il y a une perspective qui est différente aussi. Mais bon, Ah bah, ça, c'est je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est J'en mon ai parlé avis. en plus hier avec, Enzo Honoré, voilà, que j'ai invité, on parlait de ça. Donc, Mm, mais moi après, mais tu as raison, parce qu'après on va pas forcer les gens à créer autre chose qu'une SASU ou si la micro-entreprise correspond, il faut le faire. Il y a mm. plein d'avantages, mais des fois, c'est vrai que moi je trouve que c'est limitant, mais c'est personnel, parenthèse. Donc ensuite, donc tu as fait la 1re vente, ils vont faire donc les deuxièmes ventes. Est-ce que donc comme c'était aussi ta spécialité,
Comment donc tu passes d'un début d'entrepreneur à consultant et comment tu t'entoures, comment tu commences à te développer parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier et il y en a qui, pour eux, entre parenthèses, c'est pas facile, mais ils ont Mmh. une nature de fonceur et d'autres qui prennent un peu le temps, qui réfléchissent un peu encore trop. Comment tu t'avances à développer et aussi, parce que tu l'as dit indirectement, mais c'est important parce que même hier, j'en parlais parce qu'on parlait de la vente, c'est important. Mais le meilleur moyen de mieux faire les ventes, c'est de se faire recommander. Comme ça, c'est des ventes qui viennent tout seuls, quoi. T'as le dur qu'il faut savoir faire, Mmh. mais à un moment, il faut apprendre à avoir un tiers de son business qui est de la recommandation, même plus. Mmh. Ça rend le boulot plus facile. En plus, c'est des gens qui viennent parce que bah, tu as prouvé, tu avais une expertise. Donc, comment on arrive à ce niveau-là? Moi, moi, je pense il faut mettre en place en fait un système, une espèce de routine. Moi, j'appelle ça aujourd'hui une discipline. Je suis passée de l'action-exécution à une forme de discipline, c'est-à-dire que la prospection, c'est un peu tous les jours. C'est pas choisir 15 canaux, c'est vraiment avoir des canaux d'acquisition de clients, enfin de prospects là, puis après, ça devient des clients. D'en avoir peut-être un, deux, trois, mais de bien les travailler. Je pense qu'il vaut mieux amplifier ce qu'on fait déjà très bien plutôt que diversifier son effort. Et ça, c'est compliqué parce que on est entouré de gens, des tas de gens nous expliquent comment il faut faire, on est tenté par faire d'autres choses. Et donc, on va avoir très vite la tentation d'aller écouter des choses gratuites, de commencer d'autres types d'approches, etc. Donc, je pense qu'il faut faire un peu tous les jours et puis avoir une forme de constance aussi dans ce qu'on choisit. Et après, de toute façon, les choses se construisent. Une visibilité, au départ, il y a des choses à faire. Et puis, il y a des choses qu'on fera ensuite. On ne va pas faire une newsletter si on n'a pas un discours qui est construit, si on n'a pas un minimum de visibilité sur son réseau ou sur un réseau social. Enfin voilà, les choses se font dans l'ordre. Et une nouvelle fois, je ne suis pas pour la multiplication et essayer tout azimut de faire plein de trucs différents. Moi, je suis quelqu'un qui creuse un sillon et quand un sillon marche, je vais l'exploiter jusqu'au maximum et après, je vais passer à autre chose. Même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, donc je garde toujours une petite partie où j'essaye des choses nouvelles. Néanmoins, je pense que quand quelque chose marche, il faut rester là-dedans parce que c'est ça aussi qui, c'est une forme d'efficacité ou d'efficience. Alors, en fait, Donc il y a compte, ça, il faut pas négliger. Pensais que tu voulais me poser une question non, non, c'est ou ça, un mais je ne intervenir. voulais pas te couper. Non, c'est juste que je voulais préciser qu'en fin de compte, tu es une slasheuse intelligente parce que c'est vrai que souvent, les slasheuses rebondissent assez rapidement. Tu attends en fin de compte que tu as bien construit le sillon et mis une bonne base et ensuite tu laisses construire et tu vas sur autre chose. En fait, c'est ce que j'ai appris. Parce que à force de diffuse, d'avoir un message, à force de faire plein de choses, euh, on ne tire pas le maximum de ce qu'on sait faire. Et quand on est dans quelque chose qu'on sait faire, etc., où on est bien, bah, il y a une courbe d'apprentissage aussi. Mmh. Et puis je me dis, il y a une forme aussi quelque part, les gens vont jamais vers la facilité. Il y a une association en France de quand c'est facile, on est paresseux. Or, je pense qu'un entrepreneur, à un moment, il faut qu'il voit la facilité aussi. Moi, je dis souvent qu'il y a des tas de choses qu'on ne voit pas, qui sont faciles, qui sont devant nos yeux et qu'il faut les prendre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si toi, tu ne le prends pas, c'est ton concurrent qui va le faire. Tout à Et fait. c'est vraiment changer ce mindset, changer ce qu'on voit. En fait, on pense, on aime ce qu'on fait et on pense que ça doit être hyper dur, qu'il faut faire des sacrifices, etc. Et moi, je suis sortie de ça. Peut-être que j'ai travaillé cette croyance que j'avais aussi, en me disant, ben, je vais prendre déjà ce qui est là, je sais le faire, je sais très bien le faire, et donc je prends ça. Et puis je construis. Et en fait, j'ai pas mal jeté, mais ça, c'est un travail que j'ai fait il y a pas très longtemps, en disant, ok, ça non, ça c'est pas moi, ça je garde, voilà. J'ai peut-être aussi parce qu'il y a aujourd'hui une situation qui est plus compliquée, beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui cherchent des clients. Et donc, rester dans ce que tu sais très bien faire, tu es dans ta zone de confort et tu dois pas te mettre devant et commencer à zéro, quoi. Tu es déjà Mmh. devant tout le monde, tu vois. Tout à fait. Ah bah, c'est super important. Question donc par rapport à ce que tu dis, parce que toi quand même, tu as quand même une nature de vendeuse, Mm, de fonceuse. Ceux qui sont, entre parenthèses, entrepreneurs artisans et qui détestent la vente, est-ce que donc est-ce qu'il faut se faire aider? Donc trouver un BizDev, même si donc c'est quand même des frais. mhm, Être super fort en inbound marketing et ne pas faire de vente ou de la faire indirectement. mm. Comment tu conseillerais ces personnes-là qui ont des boutons quand on leur parle de vente? Est-ce qu'il faut faire un travail sur le mindset ou est-ce qu'il faut vraiment que faire être fort en marketing
et ils auront des problèmes pour convertir parce qu'ils sont pas bons dans la finition, entre parenthèses, dans le closing. Moi, je pense que c'est plus un sujet autour des croyances et du mindset. Quelqu'un qui, en fait, quand on est consultant et quand on est coach, on se vend soi. Et si on a un souci avec se vendre, parce que c'est bien de ça dont on parle, il y a peut-être une vraie réflexion à avoir sur la valeur qu'on a, en tout cas la valeur qu'on pense avoir. Et moi, je pars du principe qu'un entrepreneur a dans une partie de son activité, une partie de vente. Alors, la vente, c'est pas tac, 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 je tape à la porte s'ouvre, je prends la personne, la colle contre un mur, je fais signer un bon de commande. Ça peut même pas être ça. Mais la vente, une bonne marketing, c'est une forme de vente aussi. Mais je crois qu'il faut arrêter avec les discours où on dit vous pouvez monter des boîtes et pas vendre. Pour moi, ça c'est la vente, c'est pour moi être conscient de la valeur que l'on crée et être capable d'en parler. Et on peut en parler de plein de façons différentes. Puis il faut jamais oublier que vendre, c'est quelque part pour moi rendre service parce que si on crée de la valeur, c'est que on a une place aujourd'hui ici et que si on se prive si on prive le monde de ça, on prive le monde de quelque chose. Donc il y a vraiment une déconstruction, je pense, de la relation en fait, c'est une forme. Moi, j'ai une vision de la relation avec le client qui est assez différente. C'est-à-dire, j'apporte quelque chose au client. Le client, quand il travaille avec moi, il se transforme. Il y a quelque chose d'autre qui naît, où il y a plus de valeur ajoutée. Donc, on est quelque part gagnant-gagnant. Mhm. Et donc, moi, je ferais plus un travail sur les croyances. Et puis après, effectivement, il y a des outils et chacun va trouver les outils qui correspondent à qui il est. Hein. Voilà, moi, j'aime le téléphone. Tout le monde ne l'aime pas. Mais, euh, mais voilà, pour répondre à ta question, je ferais d'abord un travail sur le mindset. Ouais, mais je pense que c'est la réponse et puis je te confirme. En plus, tu as bien expliqué que quand on parle d'un mindset, état d'esprit où on rend service, bah, c'est plus facile à vendre. Quand on a le produit qu'on rêverait vendre et qu'on vendrait matin, midi et soir, c'est qu'on sent que voilà, c'est le bon produit, quoi. Donc ça, il y a pas de problème. Donc là, on a défini, certains éléments et maintenant comment continuer à se développer en fidélisant les clients, en ayant donc peut-être, comme on parle de consultant coach, donc on peut faire des conférences, former, enfin il y a un ensemble de services qu'on peut faire qui vont augmenter le chiffre d'affaires, c'est important quand même et peut-être les profits. Qu'est-ce que tu conseillerais de ce côté-là pour continuer à se développer? Moi, je pense qu'il faut donc déjà les clients. Moi, je vois beaucoup de consultants ou de coachs qui ont eu des clients et puis effectivement, on les oublie un petit peu. Or, les besoins des clients, ils changent et c'est toujours intéressant de les connaître d'abord pour faire évoluer son offre et aussi pour pouvoir y répondre. Donc, c'est beaucoup plus facile de retravailler pour un client que de partir de zéro et d'aller voir un prospect. Ça, c'est une chose. Donc, il ne faut pas négliger l'entretien de sa clientèle passée. Après, il y a la création de réseaux de partenaires, d'écosystèmes aussi qui est importante. Parce que sur certains projets, en particulier les coachs, on peut monter à plusieurs coachs, ou certaines choses on ne fait pas. Donc, on peut recommander quelqu'un d'autre qui vous recommandera en contrepartie. Donc, c'est rentrer dans une dynamique d'écosystème, de partenariat et construire des liens avec des gens qui ont des prestations qui sont complémentaires aux vôtres. Après, il y a la notion de formation. Bon, avec la formation, le souci, c'est qu'il faut être certifié, etc. Et puis, la formation et être formateur, c'est une posture qui est un petit peu différente de celle de coach, donc tout le monde ne s'y retrouve pas non plus. Mais de toute façon, l'offre va évoluer aussi dans ce qu'on fait, puisque le client, quand il a confiance, il va nous demander autre chose, donc on va être amené à proposer autre chose. Et donc, les choses vont se construire comme ça. Et puis moi, je crois aussi qu'on n'a pas les clients au démarrage. Enfin, on n'a pas les mêmes clients quand on est en phase de croisière, même si j'aime pas ce mot-là parce que c'est jamais le cas. Mais quand on débute, on a des clients qui sont différents. Il Et y a est-ce aussi, est-ce que dans ces cas-là, parce qu'au début, ça j'ai bien connu, tu dis oui à tout le monde et est-ce qu'ensuite tu essayes d'apprendre un peu de choisir tes clients? Parce que tu peux avoir des clients et des fois qui te prennent 80% de ton temps et qui te rapportent que 20% de chiffre d'affaires. Donc est-ce que ça vaut le coup de le faire? alors, moi, j'ai appris à dire non, un non constructif, c'est ce que j'essaye de dire. Moi, j'ai fait une erreur effectivement de prendre un très très gros client au démarrage, ça s'est pas très bien passé. Euh, je crois. Après, on peut faire certains compromis sur le prix, etc., en se disant on va apprendre et tout. Mais enfin, on rentre quand même dans une certaine dynamique, un certain mindset. Et puis quand le client il n'a jamais rien payé ou qu'il paye pas très cher, qu'il va vous demander encore plus, vous allez un peu tirer la langue. Et puis il s'agira pas de lui dire ah bah oui mais
il va falloir que ça coûte plus cher ou il va falloir payer maintenant. Ça, c'est compliqué. Après, on peut toujours dire, ah bon, je démarre, j'ai besoin d'avoir de l'expérience, donc je considère que bah, c'est un peu une période d'apprentissage. Je crois qu'il faut trouver le juste milieu. Après, il y a des clients qui sont prestigieux, il y a des vraies références, donc est-ce que là, il faut être plus flexible? Moi, j'ai pas la réponse. Je dis qu'il faut essayer de pas le faire parce que c'est quand même prendre un très mauvais départ, mais que dans certains cas, il faut bien réfléchir. Il faut faire l'analyse coût-bénéfice. Voilà, c'est peut-être pas ce que je voudrais, mais j'ai d'autres bénéfices, j'ai de la visibilité, c'est une très belle référence. C'est un peu comme en égo, hein. Je te donne quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie? C'est un Mm. peu cette idée-là. Et puis, il y a des moments où il faut vraiment dire non, quoi. Parce que c'est une forme aussi, c'est aussi une façon de s'affirmer et d'être conscient de la valeur qu'on apporte. Alors peut-être qu'on ne communique pas assez sa valeur. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on apporte une réelle valeur, mais que le prospect n'en est pas conscient. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, sur comment je parviens à mettre en avant cette valeur à la fois dans mon discours, plus dans les messages que je véhicule, par exemple, dans les réseaux sociaux. Ça peut être une réponse au fait qu'on reçoit trop de demandes. Ce sont des demandes de gens qui ne sont pas prêts à payer pour ces prestations-là. Il faut mieux ensuite, grâce à ça, recadrer son message pour tomber sur les clients, nos clients de rêve entre parenthèses. En termes de coaching, parce que souvent certains pensent que c'est pas possible en tant que consultant ou coach de gagner sa vie et souvent ils rebondissent sur d'autres business. Qu'est-ce que tu peux faire, quand tu es coach ou consultant, qui soit complémentaire à ton activité? Tu peux faire de la formation. Ouais. Ça, De la tu peux, formation, donc tu vas dans les écoles ou tu crées un produit d'infoprenariat? Ou les 2? alors tu peux aller dans les écoles, mais c'est très consommateur de temps et c'est assez mal rémunéré. En plus, tu Après, payes en retard en il plus souvent. après, il y a école et école. C'est-à-dire, si tu es dans une école prestigieuse, c'est très bien pour ton CV, quoi. Voilà. Tout à fait. Et puis, ça peut être une valeur de reconnaissance pour tes clients. Ça rassure tes clients. Après, sur la formation, tu peux faire ou de la formation que tu vends directement à tes clients, mais pas nécessairement en faisant des programmes en ligne, hein. Tu peux utiliser une formation en ligne, mais avec, enfin, tu la dispenses pendant une journée, tu vois. Maintenant, c'est c'est pas évident parce qu'il faut digitaliser des choses qu'on fait d'habitude face aux gens, qu'on fait chez soi quand on fait du conseil ou au bureau. Donc c'est un vrai travail, c'est un vrai sujet, c'est un vrai investissement. Après, il faut pouvoir avoir des clients qui ont l'argent pour ça. Donc il y a une vraie réflexion aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont fait de la formation en sous-traitance, c'est-à-dire qui travaillent pour des organismes de formation et ils assurent pour ces organismes-là des formations dans leur domaine de compétences, dans leur, voilà, dans leur métier. C'est intéressant, ça fait du volume, ça fait du chiffre d'affaires récurrent. C'est un chiffre d'affaires qui n'est pas énorme parce que l'organisme de formation prend toujours un pourcentage. Il faut se dire que c'est la moitié de ce que lui facture à son client. Et puis, c'est une fois que vous êtes très bon dans ces domaines-là, il remplit l'agenda. Donc, vous vous retrouvez à faire plein de formations, mais finalement, vous construisez pas une clientèle. Donc, c'est un peu une arme à double tranchant. C'est intéressant parce que ça diversifie ce qu'on fait. Maintenant, il faut bien s'assurer que c'est une source de revenus intéressante. C'est-à-dire que le temps qu'on va passer à faire ça, eh bien, c'est pas du temps qu'on peut facturer plus en faisant l'activité qu'on fait par ailleurs. Ouais, donc il Mais faut bien bon, faire ses après, calculs, il faut pas que ce soit plus de 50% du chiffre d'affaires, quoi. Peut-être 20 ou 30%. bah, la formation, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on forme des gens qui s'approprient ce qu'on propose. Après, qu'est-ce qu'on vend derrière? D'accord. C'est, en fait, il faut bien réfléchir parce que c'est un peu la poule aux œufs d'or. Enfin, on a l'impression que c'est la poule aux œufs d'or, mais ça demande un effort déjà pour construire quelque chose. Et puis derrière, bon, on a formé, mais puis qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a fait un coup de recrutement client. Qu'est-ce qu'on va vendre derrière? Donc peut-être qu'il faut tester la formation en faisant un peu de sous-traitance pour voir si ça marche, etc. et voir si on aime ça, parce que D'accord. c'est différent. C'est plus court aussi. Ouais, donc il faut tester et voir si ça plaît, si ça rentre dans son projet de vie, entre parenthèses. Voilà. Donc là, on est indépendant, on a 2-3 années, on arrive à vivre correctement.
on gère son business. Comment on fait comme toi, tu fais maintenant? Tu pars sur d'autres business. Est-ce que tu automatises une partie donc, de l'activité consultant et coaching? Ou comment tu fais pour... parce que maintenant, tu as la personne qu'on discute a le goût de l'entrepreneuriat et elle veut faire autre chose. Bah, tu réfléchis comment tu peux créer des produits packagés. En fait, c'est ça. Par C'est-à-dire, rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, tu vas voir des opportunités. Alors, peut-être que mon œil est plus exercé à ça, parce que business développement, etc. Et tu vas te dire, est-ce que j'ai une opportunité de créer un produit packagé, donc quelque chose que je peux vendre à un nombre plus conséquent de personnes. Voilà. quand tu Ouais. fais le travail d'un entrepreneur classique qui va chercher les opportunités, qui ouvre ses yeux et ses oreilles, qui dit, voilà, qu'est-ce que le marché demande? Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je pense que si je fonctionne comme ça, que je fais des liens en permanence, j'ai été formée comme ça. Et donc, je me dis, tiens, là, il y a peut-être un fil, je vais regarder le fil. Je me dis, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je fais? Et est-ce que je peux le faire facilement? Et est-ce que ça m'amène à quelque chose qui va permettre de scaler mon activité? Tu vois, donc de vendre quelque chose non plus à une personne, mais à plusieurs personnes. Donc, je suis vraiment dans cette réflexion-là. Mais une nouvelle fois, c'est toujours se dire, on est sur quelque chose qu'on sait faire, comment est-ce qu'on va vendre ce qu'on sait faire autrement? D'accord. Moi, j'ai choisi cette optique-là qui est vraiment de raffiner un élément. En l'occurrence, c'est le réseau, c'est les consultants, c'est les coachs, et ça. Comment j'ai choisi de raffiner cet élément-là sur différentes façons. J'ai un peu ce qu'on appelle dans tout ce qu'on peut lire sur les slasheurs, moi j'ai un peu un métier parapluie, c'est-à-dire le parapluie, tu l'ouvres, tu as plein de baleines. Moi, j'ai un tronc qui est assez trouver des clients, développer son activité, l'entrepreneuriat, et je l'ouvre sur plein de choses. J'essaie de le développer de plein de façons différentes. J'ai donné des cours sur la prospection téléphonique, je ne le fais plus, j'ai fait ça pendant 6 ans. Mais voilà. Donc, en fait, j'essaie de faire quelque chose qui est, au départ, je regarde les opportunités, puis j'essaye de faire quelque chose qui est relativement construit pour bénéficier de ce que j'ai déjà fait, parce que je sais que commencer à développer plein de trucs de scratch, c'est très consommateur de temps, que j'ai peut-être plus envie d'y passer ce temps-là. Ça, c'est l'âge. Euh, et puis, après, j'ai des méthodes aussi, j'ai des façons de faire. Je sais maintenant comment je peux facilement détecter l'opportunité, voir ce que je peux en faire, est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas. En fait, je me suis beaucoup disciplinée sur ça. J'étais un peu à partir sur plein d'idées, plein de choses différentes. Et maintenant, j'ai vraiment beaucoup. Le livre m'a permis vraiment de mettre tout ça à plat et de m'assumer peut-être aussi plus comme une slasheuse, comme une multipotentielle, et d'appliquer en fait cette espèce de fil rouge, cette espèce de discipline qui fait que je fais beaucoup de choses, mais qui finalement je m'appuie pas mal sur ce que j'ai déjà fait. Et tout ça, en fin de compte, tu le fais avec une même structure ou tu crées d'autres structures ou c'est plutôt des projets qui sont enfin, qui sont dans la même structure entrepreneuriale, qui sont juste pour quelques mois, quelques temps, ou c'est des trucs que tu arrives à développer en créant d'autres structures et en gérant Non, non, plusieurs c'est structures. toujours c'est une même structure, mais avec un objet social qui permet aujourd'hui de faire de la formation. Enfin, il est très large. Enfin, mon objet social me permet aujourd'hui de faire toutes ces activités-là sous une même structure. Donc, je n'ai D'accord. pas créé d'autres activités. Alors, j'ai créé un autre nom. En fait, ma structure s'appelle Féosia. Au début, je communiquais sur ce nom-là. J'ai même eu Féosia Phoning qui faisait du téléphone. Et aujourd'hui, j'ai tout remis sur mon nom à moi. Donc, j'ai une vraie volonté d'avoir une marque personnelle, un branding personnel. Et j'ai créé donc cette communauté qui s'appelle Midweek et cette communauté de coachs et de consultants qui a un nom spécifique, mais qui est un projet euh, qui est géré par la même structure. D'accord, ok. Donc, en quoi on peut aussi pivoter, puisque tu as changé les noms, voilà. Il suffit juste de savoir rebondir et de savoir donc bien aiguiller par rapport au marché. Oui, puis je pense que j'étais peut-être pas prête à l'époque de parler en mon nom. Moi, je me suis lancée à un moment où, quand tu étais consultant, c'est parce que tu trouvais pas de job, hein. La vision du marché, elle a quand même beaucoup changé, hein. On était en 2006. Voilà. Donc, j'étais pas prête, moi, à faire frédéricjenico.com. C'était très clair. Et ben, j'ai mis quand même quelques années avant de le faire. Et j'ai commencé ça il y a 2 ans.
Pour Donc parler, parce que c'est tu parlais du livre qui t'a aidé, donc est-ce que toi tu conseilles ça à beaucoup de consultants, de coachs, d'écrire un livre? Déjà pour avoir s'asseoir en tant qu'auteur, parce que c'est important. mmh, Est-ce que c'est oui. quelque chose qui est vraiment obligatoire ou ça dépend en fin de compte de son appétence à écrire, à vouloir donner de la valeur dans un livre? Alors c'est, beaucoup de gens disent c'est bien, beaucoup de gens disent qu'un livre ça t'installe, c'est-à-dire que ça t'installe comme expert, tu es reconnu et cetera, donc ça te met déjà dans une autre catégorie. Moi je pense qu'il faut vraiment aimer écrire parce que c'est quand même un foutu boulot, qu'il faut quand même, avoir un angle, un parti pris, sur ce que tu dis, parce qu'il y a tellement de bouquins qui sortent et puis en plus aujourd'hui avec l'auto-édition, tu as plein de concurrents qui sont des gens qui ont plein de courage et qui le font eux-mêmes. Et je crois qu'il faut avoir une communauté aussi. Parce que écrire un livre, c'est une chose, la logistique après pour le créer, c'en est une autre. Moi, je ne l'ai pas fait puisque j'ai un éditeur. Mais après, il faut faire la promotion de ce livre. C'est pas l'écrire est en fait quelque chose qui est c'est pas simple. Il faut bloquer du temps, il faut s'organiser et puis c'est parti. La promotion, c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer j'écris un livre et puis voilà, j'arrête, c'est fini. C'est pas ça. C'est un projet à part entière. Euh, Enfin, moi, je pense que ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qu'on a envie de faire et pas quelque chose que l'on doit faire. Parce que si on veut le faire, comme moi j'aime bien faire les choses, il faut y consacrer du temps, beaucoup d'énergie. Et si on se dit qu'il faut le faire et que c'est une obligation, ça va être compliqué, quoi. Bah, surtout que Ça, c'est mon avis. ça va prendre du temps sur le si il rentre dans le projet, que comme toi, tu m'as indiqué que tu avais d'autres projets d'écrit, tu sais Mm. écrire, donc c'est déjà plus simple, parce que moi, je le fais là actuellement, mais ça prend un peu de temps. Donc voilà, après, ouais, ça dépend en fonction du projet. Est-ce que le livre rentre dans un projet global? S'il n'y a pas d'intérêt d'avoir un livre et que personne ne le lit dans sa niche, ça n'a pas de chance. Donc après, il y a d'autres moyens de développer, entre parenthèses. Donc, Oui. pour ceux qui sont intéressés, donc je mettrai les liens. Donc, Adieu salariat, Bonjour la liberté, ça c'est le petit recours. Donc, je vais te poser donc les questions que je pose à tous mes invités. Donc, merci pour toutes ces bonnes informations. Je mettrai aussi les liens pour ceux qui veulent être coachés ou travailler avec toi. Donc, Frédéric, quelle est la compétence, quel est le business dont tu rêves d'avoir à part celui que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business dont tu rêves qui est, t'es toujours un peu timide, tu dis, ah, je vais pas le faire encore. Euh, Ah, moi, je rêve de créer des conférences. Créer des conférences? Ouais, ouais. Pour bientôt alors, Pas c'est pour alors bientôt. d'être conférencière peut-être, mais ça je m'y suis déjà frottée, mais de créer des conférences, oui, Même avec le Covid? pourquoi pas. Bah, après, il y a plein de formats possibles, mais ça, c'est une activité à laquelle je pense, oui, Du type Tony Robbins avec 10 000 personnes, 2000 personnes, c'est ça? peut-être. Peut-être ça. Enfin, oui, oui, puis mettre en, en visibilité d'autres gens aussi, hein, pas le faire. Parce que je trouve qu'il y a un vrai. Il y a d'abord toute une réflexion sur le contenu. Et on est abreuvé de contenu, mais je trouve que les consultants et les coachs, on a besoin de plein de contenu parce que nos clients avancent et nous, il faut qu'on avance aussi. Et puis, il y a la vraie réflexion sur comment tu vends ta conférence. Ouais, ça, tu as ces deux notions-là. Moi, j'aime bien travailler toujours sur du contenu et la commercialisation. Donc, je ferais D'accord, bien ça. toujours à la vente. Quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseuse? Que j'ai faite, Ouais, celle que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas encore fait. d'accord, ok. Bon, bah, tu nous en parleras au prochain épisode. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Bien se connaître. Bien Je se pense que connaître? c'est quelqu'un qui se connaît bien, c'est alors je vais dire autre chose, c'est bien se connaître et puis être très indulgent avec soi-même et une forme de douceur. Voilà. Je suis revenue, moi je suis quelqu'un de très volontaire, j'ai beaucoup de courage. Je suis revenue d'une certaine force et je parle aujourd'hui plutôt de puissance. Et la puissance, c'est une forme de discipline et de connaissance de soi. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Rework, Rework? ouais, c'est ma Bible parce que il y a une phrase dans Rework que j'aime bien qui est bénissez vos contraintes. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ça sera plus facile demain quand on aura beaucoup d'argent, beaucoup de clients et beaucoup de salariés. Et en fait, on aura plein d'autres problèmes. Donc, dans toute contrainte, il y a une opportunité. Et il faut être créatif. Et puis,
dans Rework, less is more, c'est-à-dire toujours aller chercher finalement l'essentiel, la simplicité. Ça m'intéresse. Voilà. Donc, Reworked de David Enemeller, quelque chose comme ça. Et Hanson et Fried Jason. Bon, je C'est mettrai ça. le lien, c'est un peu compliqué. Moi, je crois que je l'avais écouté, mais j'ai pas tenu jusqu'au bout. Je crois qu'il faisait 12-14 heures sur Internet et j'ai pas dû accrocher parce on me l'avait conseillé. Mais bon, comme tu me l'as dit, je vais m'y remettre. Grâce à mes invités, des fois, je me force un peu, donc je vais m'y remettre, je vais bien écouter. Tu me dis qu'il est bien. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La patience. Ah, t'es pas patiente? Non, Comment ça se non, fait? la patience. Ah non, non, là, je suis. Non, 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 non. Parfois, je me dis, je pourrais être un peu plus patiente, mais non. Ouais, comme Je sais même beaucoup. pas si c'est une compétence, ça peut être plus une Ah, si, qualité. si, c'est une con. Oui, oui, ah, c'est vrai, oui. Alors, Voilà, mais la patience, parfois, m'aurait rendu service. Mais pourquoi t'es un peu nerveuse? nerveuse, non, mais en T'avances, quoi. fait, Oui, t'avances. voilà, c'est pas tout de suite, mais j'aime bien que les choses avancent, quoi. Oui, t'es une Donc commerciale, j'ai quoi. parfois une forme d'impatience. Ouais, on se comprend. Bon. Eh ben, Frédéric, grand merci. Et puis, on se reparlera donc de ton projet de conférence l'année prochaine, peut-être. D'accord. Merci Thierry. À À plus, ciao. bientôt, hein. Ouais, au revoir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur à la stage jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin, tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.